Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Il est midi en ce lundi 18 novembre. L'actualité aujourd'hui en direct dans la région. C'est une édition spéciale pour suivre l'inauguration officielle de la station à Saint-Omer. Les festivités ont eu lieu ce week-end avec des animations, des spectacles sur place. La gare de Saint-Omer a été entièrement transformée par d'importants travaux ces dernières années. Certes, on y attendra encore et toujours le train. Elle restera un lieu de passage pour les voyageurs. Mais la station, c'est aussi bien plus qu'une gare aujourd'hui. Voulue comme un lieu de vie, d'innovation et de rencontre, le lieu propose des espaces de travail, de coworking, des salles de réunion ainsi qu'un Fab Lab, réunissant toutes sortes de machines-outils dédiées à la création, à la fabrication. Pour les élus audomarois, la station doit être la locomotive de la transformation du pays de Saint-Omer, un site économique de premier plan pour le développement et l'attractivité du territoire. Depuis ce week-end, je vous le disais, les festivités ont permis au public audomarois de découvrir les lieux. On les découvre ici ensemble en images également. Depuis ce matin, les élus, les autorités sont sur place pour une visite officielle et pour l'inauguration. Cette cérémonie sera suivie dans quelques instants d'une table ronde avec notamment la ministre de la Cohésion sociale, des territoires, Jacqueline Gouraud, ou encore Xavier Bertrand, président de la région, pour découvrir ensemble plus en détail la station. Voici un sujet réalisé par les équipes de Frédéric Fiol et Productions. L'innovation, l'envie d'entreprendre et la création d'emplois ne se décrètent pas, elles se cultivent. Autour de Saint-Omer, on a depuis longtemps une terre favorable. Une histoire économique forte, des établissements d'enseignement supérieur dynamiques, un patrimoine architectural et naturel remarquable. Aujourd'hui, le pays de Saint-Omer invente une nouvelle façon de faire germer les idées et invente la station. La station est un peu comme une serre. C'est un lieu de rencontre, de croisement et d'essai adapté au parcours de chacun. Étudiants, bricoleurs et bidouilleurs y trouveront un Fab Lab avec des machines-outils pour réparer, fabriquer ou inventer soi-même. Les entrepreneurs viendront chercher à la station un environnement idéal pour amener leurs idées à maturation. Un espace de coworking et de co-design et la possibilité de louer un bureau pour 1 heure, 1 semaine ou 1 année. À chaque niveau, des espaces de détente et de convivialité pour favoriser les rencontres et les collaborations. Dans la station également, des services pour rendre la vie plus facile. Une conciergerie pour récupérer un colis ou un vêtement repassé, une crèche, mais aussi des services de mobilité pour se déplacer dans le pays de Saint-Omer ou se rendre à Lille, Paris ou Bruxelles. Après la station, les entrepreneurs peuvent poursuivre leur parcours en bénéficiant des conseils de la Maison du développement économique. Financement, subventions, recrutement, tout est plus clair, tout est plus simple pour créer son entreprise. Quand vient l'heure de lancer l'activité, les entrepreneurs peuvent compter sur la pépinière qui héberge et accompagne les entreprises au cours de leurs premières années d'activité. Ensuite, pour aider les jeunes pousses qui n'ont pas encore les moyens de construire leurs propres locaux, comme pour accueillir les entreprises matures qui veulent s'implanter, le pays de Saint-Omer propose des hôtels d'entreprise. Enfin, le territoire dispose de nombreux parcs d'activités où les entrepreneurs peuvent pérenniser et démultiplier leurs ambitions. Du Germoir à la pleine terre, le pays de Saint-Omer se mobilise pour faire pousser l'innovation, l'esprit d'initiative et la réussite des entreprises. Venez semer et cultiver votre avenir. Pays de Saint-Omer, territoire start-up. L'inauguration et la cérémonie officielle dans quelques instants en direct avec nos équipes sur place. Avant cela, tout de même,
Quelques images aussi des festivités, c'était ce week-end. Vous le voyez, la gare de Saint-Omer devenue la station, un week-end inaugural. Une soirée festive vendredi avec plus de 1000 visiteurs qui ont pu découvrir le lieu tout au long du week-end. Un édifice, vous le voyez, rénové, transformé, avec des animations, des spectacles sur place. Morgan Relan était là pour découvrir cette station de Saint-Omer. Quelques explications complémentaire au micro de notre journaliste. C'est la continuité d'une aventure, puisque la station était ouverte depuis 2 ans, avec un pavillon de préfiguration qui préfigurait l'ouverture de cette station ce week-end. La station, c'est un espace dédié au travail et à l'innovation, avec une gare dedans, puisque la ville retrouve l'usage de sa gare historique et que la SNCF va occuper une partie de la station. Et donc les usagers de la SNCF vont retrouver un lieu digne de ce nom, où ils pourront attendre le train et où ils pourront l'attendre d'ailleurs en venant travailler s'ils le veulent, dans des espaces dédiés avec du Wi-Fi et avec du café également, gratuit. Midi et 6 minutes, on va retrouver en direct nos équipes pour l'inauguration de la station, la cérémonie officielle. T'as aperçu que tout de suite, les Audomarois, et bien au-delà, se sont appropriés ce lieu extraordinaire qu'on va un peu mieux découvrir dans la demi-heure qui va suivre. Je vais appeler nos invités, avec Nathalie Teklint, David Lacomblède, Tristan Borne, Christophe Soudan, Edmond Abiad et Claude Solar. Venez prendre place. Vous êtes chez vous. Bienvenue à vous. Voilà. Et on va vous raconter avec celles et ceux qui sont devant vous l'histoire de cet endroit et surtout sa promesse, la promesse qu'il propose à ce territoire. Juste avant, je vous propose 5 petites phrases que j'ai glanées au cours de ce week-end et qui vont s'afficher à l'écran en discutant avec les uns et les autres pendant ce week-end d'inauguration. Voilà ce que j'ai entendu et je voulais le partager avec vous parce que ça illustre bien la bonne compréhension de ce lieu. Vous pouvez envoyer les phrases, s'il vous plaît. Voilà, elles vont arriver. On va les découvrir ensemble. J'ai entendu quelqu'un qui disait c'est un projet plus grand que nous et qui dépasse le pays de Saint-Omer. Et c'est vrai que ce week-end déjà, il y avait plein de gens qui venaient d'un peu partout. J'ai entendu aussi que ce lieu symbolise le nouvel élan que ce territoire entend donner à ce quartier et au-delà. J'ai entendu aussi le mot métamorphose. Alors ça, on en avait à tous les étages. Métamorphose de ce lieu patrimonial. Et puis, je crois qu'il y a encore 1 ou 2 phrases. Un équipement qui profite à tous. Il est ouvert parce qu'en vert aussi. Et j'ai entendu également cette phrase, l'incarnation d'un territoire ambitieux et innovant. Et c'est vrai que, en vous attendant, on parlait un peu avec vos invités. C'est un lieu d'innovation. Et aussi un lieu... Ah oui, demain, nous pourrons tester de nouvelles façons de travailler. Les nouvelles économies qui vont se développer dans cette station. Un espace de travail et d'innovation avec une gare dedans. C'est ça aussi l'originalité de ce site. Et c'est drôle et c'est unique, je crois, en France, d'avoir fait les choses dans ce sens-là. C'est un lieu d'innovation, bien évidemment, Fab Lab, coworking. Vous avez vu cet escalier là qui est extraordinaire, il va vivre cet escalier. Et puis c'est un lieu aussi où en toile de fond il y a cette belle prise de risque d'un territoire qui se dit il faut en faire un lieu qui va porter le développement économique du territoire. La prise de risque territoriale, c'est quelque chose de beau et encouragé. David Lacomblède a dit OK pour prendre la présidence de l'association de la station. Je voudrais qu'en moins de 2 minutes, vous nous racontiez la belle histoire de ce lieu. Parce que on remonte à 2011, on ferme la maison et pour cause, et là, il fallait en faire quelque chose. Et c'est là où il y a eu la prise de risque du territoire. Racontez-leur l'histoire.
Alors, mon nom est David Lacomblette. Soyez les bienvenus à la station de Saint-Omer. Vous êtes ici chez vous. C'est toute l'ambition que nous avons de vous accueillir pour travailler et pour innover. 2 minutes, c'est bien peu pour parler d'un bâtiment dont le premier édifice a été créé en 1848, mais je vais prendre le temps de faire court, comme dirait Pascal. 2011, c'est un bâtiment effectivement qui présente des failles de sécurité énormes et dont la SNCF décide de le fermer. Ça tombait de partout. Pour des questions de sécurité. Et il s'agissait de trouver un usage après que la SNCF ait accepté de revendre à la communauté d'agglomération. Et avec cette idée assez simple finalement, mais qu'il fallait mettre en œuvre, de créer un espace d'émulation où on pouvait se retrouver pour réfléchir, pour créer, pour être dans la marche du monde, pour innover en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous avons décidé, sous la direction de François de Coster, qui en a eu l'idée, de créer cet espace de travail et d'innovation avec une gare dedans. Parce qu'une gare, c'est le symbole même de l'accès à un train, mais l'accès du retour également. Et effectivement, nous entendons avoir un accès aux connaissances, un accès à des outils de travail, un accès finalement à tout ce que fait le numérique aujourd'hui, dès lors que nous sommes connectés, comment nous nous comportons avec les outils du numérique, et comment nous accédons au reste du monde. Et le projet était d'ampleur, cette communauté d'agglos qui rachète, on rachète le site pour environ 200 000 euros, près de 17 millions d'investissements, pour le rendre à la cité et y accueillir en tant que l'un des occupants la SNCF. Et je le répète, c'est une première en France d'organiser les choses dans ce sens-là. Nathalie Teckint. Un esprit de concorde, il faut le souligner. Et si on a réussi en 3 ans à sortir cet espace, c'est que nous avions tout le monde à bord. 2016. Les élus. On peut aller vite. Les élus, les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise. Et je salue Tristan Borne d'Arc France. Le monde académique, je salue Christophe, et les lycées techniques et les lycées d'art. Et les usagers qui, depuis 2 ans, sont à bord. Et effectivement, on ne monte que dans un train en marche en matière de numérique. Vous avez cité le mot-clé de l'accès. C'est vrai que c'est un lieu d'accès, un lieu de connexion, un lieu où on se rencontre, où on partage et aussi, je l'espère pour vous, on va produire, c'est important, et créer de la valeur pour ce territoire. Nathalie Teckint, c'est tout ça que vous avez entendu, vous, lorsque vous avez pris le dossier. Vous êtes architecte, Teckint, l'enfant, flamand, c'est non flamand. Et alors, quand même, avant de nous dire ce que vous en avez fait, comment vous l'êtes approprié, ce lieu plus que centenaire, j'ai vu dans le livret, oui, plus que centenaire. Comment vous l'êtes approprié, ce lieu ? Alors, ce bâtiment, c'est un bâtiment néoclassique, éclectique, d'architecture de style Louis XIII. Donc Louis XIII, début du XVIIe siècle, donc d'un grand volume central, très classique, avec des pavillons latéraux, symétriques de part et d'autre, et dans ce cas-ci, bien sûr, puisque c'était une gare, un parvis devant qui remplaçait le jardin. Donc ce bâtiment était très puissant, très cartésien, mais en termes de fonctionnalité, pouvait correspondre à une gare, mais plus problématique pour la fonction qu'on allait lui demander. C'est pour ça qu'on parlera du projet après. Mmh. Alors, ce projet, une des choses qu'on vous a demandé, donc l'accès, l'ouverture, la polyvalence des fonctions. Donc, quelles ont été vos réponses architecturales ? Donc, comme je le disais, donc un pavillon central et deux pavillons latéraux. Lille et Calais ? Lille et Calais, oui, exactement. La fonction qu'on nous demandait, c'est créer des espaces qui sont différents, mais qui fonctionnent ensemble. Donc, on a eu l'idée de créer ce grand volume que vous voyez devant vous, cette traverse qui est semi-transparente, dont la symbolique des traits, tous les lignages blancs verticaux que vous voyez, est un peu la symbolique imaginée artistiquement du parcellaire des Marais.
Quand on prend une vue aérienne de Saint-Omer, on a ce linéaire et c'est ce qu'on a voulu mettre dans ces transparences. Donc les gens qui vont travailler derrière cet espace, qui est un espace mutualisé entre les deux pavillons, peuvent à la fois circuler d'un côté à l'autre, mais aussi avoir ce film et cette transparence par rapport à cette grande halle qui était l'espace des pas perdus. Pour faire ça, il a fallu passer d'abord par la restauration du clos et couvert de cet édifice. Cet édifice était dans un état catastrophique. À l'identique. À l'identique, oui, à l'identique. Il était dans un état catastrophique, donc il a fallu tout refaire. Il a fallu reprendre, bien sûr, toutes les couvertures, nettoyer les façades, reprendre des éléments très importants de charpente, parce que ce bâtiment, dont les planchers étaient en bois, était attaqué par la mérule concernant le pavillon Calais à 100%. Donc non seulement on a dû purger tous les planchers bois, mais on a aussi dû traiter les maçonneries de ce pavillon contre ce champignon. Vous avez aussi gardé, parce que c'est la marque de fabrique de ces gares, les poutrelles rivetées. Là, les marquises. Les marquises. On ne peut pas oublier les marquises. Ça, effectivement, les marquises, donc, qui sont... Claude Solar, qui sont il les vit tous les jours. Tout à fait, qui sont de 1900. Ces marquises ont été construites avant l'électrification et les caténaires mis en place. Donc ça a été assez complexe de les restaurer, mais il était primordial de restaurer. On n'imagine pas une gare néoclassique sans ces marquises. Ces marquises sont des très beaux ouvrages et ils ont été restaurés à l'identique. Ça a pris un certain temps et assez complexe, puisqu'il a fallu faire des coupures SNCF pour pouvoir réaliser cette prestation, étant donné la dangerosité de la proximité des caténaires. Claude Solar, un des occupants finalement de ce site, comment vous l'avez redécouvert, vous qui pilotez l'ensemble des sites à la tête de Gares et Connexions? Ben, écoutez, je l'ai découvert comme je l'imaginais et en même temps comme étant une vraie réussite architecturale. Bravo, bravo madame. D'amener de l'architecture contemporaine dans un site comme ça, bravo. Oui. C'est notre métier, je sais combien il est difficile à exercer, vous en avez exprimé les éléments principaux. Et puis, une gare, ça vit, et en fait, cette gare va revivre. Et en France, nous avons un gros patrimoine, et ça fait maintenant quelques mois que l'ensemble des gares sont mises aussi au service des projets territoriaux, parce qu'elles bougent, leurs équipements changent, sont historiques, et il y a généralement plus d'espace. Et nous avons découvert que, mettant ces gares à disposition de l'ensemble des associations, des entrepreneurs, des espaces de coworking ou du numérique, ou des commerces, nous avions énormément de réussite. On a mis sur une plateforme 1000 gares, une plateforme numérique, 1000 gares offertes avec des espaces. Ouais. Eh bien, en 4 mois, on a 400 projets qui se sont inscrits. Bon. Alors, vous disiez ici, c'est unique. Pourquoi? Parce que si dans nos gares, on a en moyenne 200 mètres carrés à offrir à des entrepreneurs, à des initiatives, ici c'est l'inverse. Et donc, généralement, c'est des activités qui viennent dans la gare. Et là, c'est la gare qui vient effectivement dans ce bâtiment qui fait, je crois, plus de 3000 mètres carrés à la surface. Et donc, c'est l'inverse qui se produit, mais c'est très heureux. Je suis très content du partenariat qui est fait et d'initiative qui est prise par la communauté d'agglo. Alors, David Lacomblède, donc on parle du bâtiment, on va parler de ses vocations, hein, puisque Nathalie Tekin a beaucoup travaillé sur la polyvalence des fonctions dans ce bâtiment. Alors, vous me parlez tous d'écosystèmes. Hein. Il y a des écosystèmes partout, mais là, ça prend tout son sens. Est-ce qu'on a ici le ferment des nouvelles économies qu'on a à construire? Et on sait que l'économie, les modèles économiques, je pense à l'économie circulaire, c'est sur les territoires que ça se joue. Est-ce que ça peut se jouer ici? Est-ce qu'on a là ici un accélérateur de ces nouvelles dimensions? Alors, en matière de numérique, rien n'est acquis parce que tout est chamboulé en permanence et c'est bien de la géométrie variable qu'on entend faire en permettant à différents talents de se retrouver, de se croiser, d'où le parti pris d'avoir plusieurs espaces incarnant ce parti pris, un espace de coworking où on va pouvoir venir travailler et la mission de préfiguration et le bâtiment qu'on a depuis 3 ans a pu permettre de valider le fait qu'on avait plutôt des
petits jeunes, qui me pardonnent l'expression, mais qui sont sur une première expérience professionnelle de création d'entreprise, plutôt dans des métiers du marketing, de la création de sites web, et des personnes un peu plus âgées, qui sont peut-être en transition professionnelle, et qui, eux, veulent aussi créer leur entreprise sur de l'industrie, sur des services. Et les deux, se rencontrant, font qu'ils font aussi du business ensemble et arrivent à cette co-création. Une grosse fertilisation, pour employer un gros mot. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est des machines-outils pour se former et pouvoir faire de la découpe laser, de l'impression 3D, de la broderie. On est sur des métiers liés à l'eau, et c'est pas ici que je vais le dire, en matière de carton, de verre ou autre. Et donc, il y a cet aspect très fort, mais ne pas se limiter uniquement aux machines et penser qu'on a fait le travail en matière numérique une fois on s'est formé sur des machines. D'où la volonté aussi d'avoir un accès à la formation, et on accueillera une école de la deuxième chance avec Pop School, dont la première session vient de se terminer. Et comme nous sommes dans un lieu de patrimoine, d'échange et de culture, également un accès à la culture, il y aura une microfolie qui sera juste ici. Ça sera la possibilité pour les plus jeunes de visiter des musées à distance, par exemple. Vous avez Tristan Borne à vos côtés, directeur général d'Arc France. Quelle promesse, alors il est impliqué, lui, même engagé, il va nous le dire après, mais quelle promesse vous faites au tissu économique, entrepreneurial de Saint-Omer et bien au-delà, je l'ai entendu tout à l'heure. Quelle promesse vous lui faites ? Comment on retient nos talents et comment on en fait venir d'autres demain ? Alors Tristan Borne va faire venir des ingénieurs de très haut rang dans son entreprise, et ce n'est pas ici qu'on va les former. En revanche, ceux-là ont peut-être des compagnes, des compagnons qui se demandent qu'est-ce qu'on va pouvoir venir faire près de Arc. Et on a une solution, une proposition de valeur très forte, parce qu'elle est comparable à tout ce qui se fait de mieux en Europe aujourd'hui. Vous confirmez, alors engagé, parce que vous êtes au sein du conseil d'administration de cette maison, vos attentes, vos besoins même. Oui, le premier point, en effet, je confirme ce que vient de dire David. On a besoin de recruter chez ARC 5000 personnes, on a besoin de recruter régulièrement des cadres, des jeunes bien sûr, mais aussi des cadres de haut niveau qui sont déjà établis avec une famille. Et quand on veut les attirer dans le pays de Saint-Omer, il faut pouvoir à la fois offrir un poste pour l'un et aussi offrir d'autres activités pour l'autre. Et je pense que ça va être un des rôles. Je vais aussi donner une autre fonction peut-être encore plus importante pour nous. Alors déjà, je n'avais pas la date de 1848 de création de la gare, mais donc la cristallerie, je pense que tout le monde sait que c'est 1825. Donc voilà, on est arrivé avant. Elle s'est créée juste derrière pour vos besoins aussi. Mais la cristallerie, je vais utiliser le mot ancien, la cristallerie a eu comme pendant longtemps comme ligne directrice d'être extrêmement autonome, indépendante et une culture où on fait tout. Voire un peu fermé. Voire un peu fermé. Mais bon, c'est vous qui l'avez dit. Mais on sait qu'aujourd'hui, une industrie, elle a besoin de se concentrer sur ses métiers d'origine et d'avoir autour d'elle tout un réseau de sous-traitants, tout un réseau d'entrepreneurs, j'ai pas voulu utiliser le mot, tout un réseau d'entrepreneurs qui vont pouvoir amener de la flexibilité, de l'innovation et tout un tas d'apports nouveaux en plus du métier traditionnel de fabrication du verre. Oui, donc on voit bien là, la cohérence entre les deux projets. Donc Arc qui depuis 5 ans se recentre, se redéploie, redémarre à l'exportation. Et puis l'arrivée de la station qui va pouvoir permettre d'avoir ce réseau d'entrepreneurs. Bien souvent, quand on présente la station, on dit que ça vient historiquement après le déclin de Arc entre 2000 et 2015 où on est passé de 12 000 personnes à 5 000 personnes et qu'il a fallu recréer un esprit d'entrepreneur, que le fait d'avoir eu une entreprise tellement dominante sur le secteur avait un peu tué. Avec la station, on va retrouver ça. En 2 mots, est-ce que ce lieu pourra vous aider à mieux recruter, à mieux fixer l'intelligence sur le territoire? C'est une problématique. C'est bien pour ça que quand on m'a proposé de devenir vice-président, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est mon rôle d'ouvrir les fenêtres de l'entreprise et de forcer les gens à sortir. Et dès que
on va organiser ici des réunions pour que les gens s'habituent à aller à l'extérieur et arrêtent de venir à Arques simplement et puis s'enfermer pendant 8 heures dans leur bureau et repartir. Ils vont venir ici, ils vont découvrir, ne serait-ce que de travailler dans un autre milieu, dans un autre cadre moderne. Ça va être clé pour nous. L'entreprise s'ouvre bien évidemment, a besoin de points d'appui. Celui-ci est un point d'appui pour accélérer votre marge, vos développements, vos recrutements, votre R&D, votre innovation et tout ça. Ça arrive à point nommé par rapport à vos besoins aussi. Alors, on a justement deux représentants du monde de l'éducation et de la formation, le proviseur du lycée professionnel du pays de Saint-Omer et le vice-président de l'université littorale Côte d'Opale. Même question, messieurs. Vous travaillez évidemment, c'est génétique, chez vous, avec l'entreprise, avec le monde économique. Comment la station sera accélérateur de ces dynamiques? Parce que vous ne pouvez plus faire sans la cité, sans l'entreprise. Alors qui répond? On commence avec vous. Bonjour. Bien sûr, l'interaction académique-entreprise, elle est indispensable à tout point de vue. Rien que pour l'insertion des étudiants, pour être en phase avec le marché de travail, pour les besoins de l'entreprise. Et c'est des actions que nous menons déjà sur le territoire de Saint-Omer. 500 à 800 étudiants ici en permanence. Tout à fait, tout à fait. Un IUT, une école de commerce et une école d'ingénieurs. Et en partenariat... Un bachelor numérique aussi. J'allais y venir. En partenariat avec les entreprises locales, avec la CAPSO, nous avons mis en place un bachelor industrie et numérique qui correspond à des besoins locaux et qui donne des perspectives aux étudiants sortants, soit d'aller directement sur le marché de travail, soit avoir une poursuite en école d'ingénieur. Et tout ça, c'est fait avec les acteurs locaux. On pourra également parler du CMQ, du campus métier et qualification, mais peut-être M. Soudan en parlera un peu plus, mais nous sommes également impliqués dedans. Et je dirais un mot supplémentaire. Nous avons mis en place, depuis ce partenariat avec le territoire, une équipe de recherche sur le numérique, l'informatique, les fréquences hyperspectrales, les imageries, le traitement des données, le traitement de signal avec des applications industrielles, agriculture, plein d'autres secteurs. Donc voilà une partie des actions. Je pourrais parler du sport, je pourrais parler des licences TAPS. Je disais aussi que en M1, en maîtrise, je crois, il y a un cursus obligatoire de connaissance du monde de l'entreprise. Il y a un parcours que vous avez prévu là-dessus. Vous faites vos TP ici. Tout à fait. En fait, nous avons rendu obligatoire à l'université, nous sommes, je pense, la première, voire l'unique. C'est Incursus. On a rendu obligatoire la sensibilisation à l'entrepreneuriat dès la première année jusqu'à la 5e année. Et c'est dans les socles de formation de tous les étudiants qui passent à l'université. C'est une sensibilisation. Puis après, pour les étudiants entrepreneurs, nous avons des cursus spécifiques, un accompagnement. Et bien sûr, la station est une structure indispensable pour le développement de cette fibre chez les étudiants quand on peut la détecter. Alors vous aussi, Christophe Soudan, vous en aviez envie de ce lieu? Besoin même. Envie, besoin. Vous avez parlé d'un écosystème, on ne doit pas prononcer le mot, je me demande. En fait, moi, je me suis toujours demandé ce que signifiait le mot écosystème quand on sortait de son vocabulaire biologique ou écologique. On est quand même à Saint-Omer, on a un label UNESCO ici, Biosphère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Un jour, on m'a téléphoné en me disant, voilà, est-ce qu'un proviseur de lycée veut bien participer sur son territoire à la vie d'un lieu comme la station? Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette station? Moi, je suis je suis né à Saint-Omer, on en parlait tout à l'heure. J'ai vécu ici et je n'ai connu que la gare. Qu'est-ce qu'une gare peut faire? Comment peut-elle se transformer? C'est ce qui vient d'être dit. Et un écosystème, c'est quoi? C'est bien la rencontre entre des gens, enfin en tout cas entre des êtres vivants, qui à un moment donné, eh bien, parce qu'ils se rencontrent, vont permettre un développement de l'environnement dans lequel ils sont. En fait, on était dans la définition même de ce qu'est la station, c'est-à-dire cette espèce de lieu où
des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes vont se rencontrer et vont pouvoir, à travers cette rencontre, permettre le développement local, qu'il soit économique, qu'il soit au niveau de la formation, et justement, tous ces réseaux, toute cette transformation va créer des réseaux. Donc là, pour moi, la station, en tout cas, quand on est venu me voir, je me suis dit, ben oui, c'est peut-être un bon lieu. Vous avez déjà amené des lycéens, des étudiants? Vous avez des bac plus 2 chez vous, ici? Ah non, pas bac plus 2, justement. Non, non, un petit peu avant. D'accord. Sur l'enseignement supérieur, on vient d'en parler. Donc justement, on va jusqu'au baccalauréat et professionnel. Et l'idée était aussi, puisque nous accueillons avec mes collègues des autres établissements l'équivalent de 150 communes, et nous accueillons ici des élèves qui n'ont pas forcément un accès à tout. Que ce soit, on a parlé du numérique tout à l'heure, on a parlé du virtuel aussi. De temps en temps, et notamment pour nos jeunes, il faut ramener un peu au concret, à ce qui existe réellement. Et la station, ils en ont besoin, oui. du concret. Alors, un Fab Lab, et vous nous avez posé la question de savoir est-ce que nous venions, eh bien oui, il y a un bâtiment préfigurateur qui est à l'extérieur, où régulièrement, ici, nos élèves viennent passer 1 heure, 2 heures, dans une démarche particulière, dans ce qu'on appelle un tiers-lieu, autre que la classe, pour faire autre chose et autrement. Très bien, très bien. Le dernier mot à Claude Solar. En fait, cette ville vous rend, et ce territoire, une partie de cette gare pour vos utilisations d'accès, de transporter, de mobilité. Vous nous avez dit tout à l'heure, avec votre plan 1001 gares, votre vocation d'animer la ville, d'animer la cité. Vous avez fait une redécouverte collective là, il y a quelques instants. Est-ce qu'on a ici tous les ingrédients nécessaires pour bien vivre sa ville, tout simplement? Oui, je pense que c'est ce qu'il faut noter. Moi, j'ai la chance d'être à la tête d'une entité qui s'appelle SNCF Gare et Connexion. Or, ce que j'ai entendu, c'est que cette histoire, c'est une histoire d'ouverture de l'entreprise et de connexion de gens. On a vu avec la notion d'écosystème. Et c'est à la fois donc des rencontres de tous les publics qui sont aujourd'hui possibles, qu'ils prennent le train ou qu'ils soient dans la ville, qu'ils se forment ou qu'ils soient dans l'entreprise. Et je pense que ce lieu, ça va être une histoire de connexion et donc de chance pour la diversité. Et de connexion entre les gens aussi, c'est ça qui est bien. Merci beaucoup, merci pour votre engagement. Je vous invite à rejoindre la salle. Et vous allez entendre des paroles d'habitants, tout simplement, qui vous disent tout l'espoir qu'ils mettent dans ce lieu, qu'ils ont envie d'investir au plus vite. On les découvre. La station, au tout départ, ça a été une curiosité, mais moi j'habitais juste à côté, donc curieux, je suis allé voir. On passait devant, on se posait des questions, on entrait. Maintenant, ça commence à être bien connu. Les gens ont entendu parler de la station et on entre et on est chez soi, quoi. On s'y met, on travaille. Le premier jour que je suis arrivé ici, j'ai rencontré un champion d'Internet, du référencement naturel, qui était vraiment la ressource qui me manquait dans le cadre de mon projet. Et vraiment, c'était une heureuse rencontre, aussi bien professionnelle qu'amicale. Quand ma mère m'a expliqué qu'elle travaillait là-bas et qu'elle m'a dit qu'il y avait des imprimantes 3D, des trucs qui pouvaient m'intéresser. J'avais surtout envie, j'adorais ça. Et je suis venue et puis je viens tous les jours maintenant. La station, pour moi, c'est un lieu vraiment annexe à ma salle de classe, dans lequel je peux emmener les élèves. Et le fait de les sortir du lycée, ça permet aussi de laisser tous les a priori qu'ils ont en venant au lycée. C'est-à-dire la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, être contraint entre 4 murs. En les emmenant ici, ils ont la possibilité d'expérimenter. Bizarrement, ils sentent qu'ils ont le droit à l'échec et de pouvoir se rattraper. Et au final, ils réussissent quand même à partir du moment qu'ils ont essayé de faire quelque chose. C'est vraiment un outil pédagogique super. En fait,
Ça me permet de travailler l'inclusion avec les personnes accompagnées. Quand ils viennent ici, ils rencontrent des personnes qu'ils ne connaissent pas et qui viennent leur parler, qui même des fois font des choses avec elles. La station, c'est beaucoup plus qu'un bureau, en fait. C'est un moyen de rencontrer des gens dans la région, de travailler avec des gens qui font quelque chose de foncièrement différent, mais qui apportent un échange et une fraîcheur, discuter d'idées qu'on n'aurait pas en travaillant avec des collègues dans le même domaine que nous. Ça fait 15 ans que je suis sur le web et que je suis tout seul derrière mon PC. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir un bon petit fauteuil et de rencontrer du monde, boire un café et discuter et trouver d'autres idées. La solitude, c'est jamais bon. Je pense qu'une personne qui travaille seule, tôt ou tard, il y a des doutes. Déjà, tu as moins d'aide et tu as moins d'idées. Et des projets, c'est toujours mieux avec plein d'idées. Être avec quelqu'un qui est en train de réfléchir ou de taper un mail ou d'échanger au téléphone, mais dans un univers qui encourage. Donc, sans la station, ça aurait été... il y aurait manqué un turbo à mon projet. Je travaillerais probablement de chez moi, mais c'est vrai que j'aurais tendance à essayer de trouver, à m'installer à Lille ou dans une autre ville. J'ai bien connu la gare avant, comme beaucoup de Domarois, j'étais vraiment impressionné par la qualité de l'aménagement. C'est un ovni, enfin, ça semble tellement énorme comme espace. J'ai hâte de rentrer dedans. Donc les gens sont très impatients de venir voir, de pouvoir visiter. Ça va permettre de vraiment faire exploser le truc. Ça va être bien sympa. Là, on va pouvoir y avoir des idées qui vont vraiment mijoter. La nouvelle station, je pense que ça va être grandiose. Je pense qu'on était bien à l'étroit ici, il y a de plus en plus de gens qui viennent et le concept, le mélange de moderne et ancien, ça va être phénoménal. Ouais. Ils en ont envie. C'est vrai que c'est pas drôle d'être seul derrière son PC. Il y a du soif de ensemble, de travailler ensemble, de fertiliser, tout ce qu'on a expliqué avec nos invités tout à l'heure. Si vous arrivez à mettre la main sur cette plaquette, je vous la conseille. Alors, elle raconte un peu l'histoire, elle raconte les principes architecturaux, elle raconte surtout l'avenir de ce que l'on veut donner à cette station. Votre station, François de Coster, je vous invite à rejoindre le pupitre, maire de Saint-Omer et conseiller de la région Hauts-de-France. Bien. Ah ouais. Impressionnant. Impressionnant, mais comme l'est le lieu. Madame la ministre, chère Jacqueline, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de la communauté d'agglomération, cher Patrick, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires de la station, chers habitants, nous y voilà. Nous y voilà, nous avons vécu 500 jours avec ce décompte, parce que, chère Jacqueline, il y avait jusqu'à vendredi un décompte qui nous donnait rendez-vous à ce jour J du 15 novembre. 15 novembre, annoncé 500 jours auparavant. Et donc, nous avons vécu dans ce territoire avec ce décompte devant lequel des milliers et des milliers de personnes passaient chaque jour. J-500, J-400, J-300. À chaque fois, nous avons d'ailleurs fêté ce décompte pour arriver jusqu'à une merveilleuse fête. C'était vendredi soir, ici. Jacqueline me disait, pardonnez-moi, Madame la Ministre, je t'appelle Jacqueline, mais parce qu'on se connaît un peu depuis quelques années. Elle me disait, c'est un bel endroit pour faire une fête. Eh bien oui, on a commencé par ça. On a fait une belle fête, n'est-ce pas, monsieur le sous-préfet? Vous avez pu faire davantage connaissance avec le président de la communauté d'agglomération et le maire de Saint-Omer. Nous avons participé à cette chorégraphie participative organisée par Sylvain Groux, le directeur du Centre chorégraphique national de Roubaix.
Ça valait cela, et ça a été près de 1500 visites pendant tout le long du week-end avec des guides conférenciers du pays d'art et d'histoire, découvrir ce patrimoine et découvrir aussi le sens nouveau de ce patrimoine. 115 ans après l'inauguration de cette gare, nous voici de nouveau ici. Et comme je parle à la fois comme maire, comme président de l'agence d'urbanisme, comme conseiller régional, je voulais aussi citer finalement une phrase de Renzo Piano, que je cite souvent, Nathalie Tekin le sait, Christophe Molin et ses équipes le savent. J'aime bien citer Renzo Piano, et je crois que ça fera écho à quelque chose que Jacqueline Gouraud a dit tout à l'heure. Je ne crois pas, disait-il, à la nécessité de tout casser. Il est plus intéressant de transformer. Bien voilà, ici nous avons cherché aussi depuis 2011, date de la fermeture de cette gare, à nous interroger. Quel nouvel usage, quelle transformation, d'autres mots ont été cités pour dire ce qui s'est passé, un phénomène. Eh bien aujourd'hui, nous mettons à échelle notre rêve, celui qui depuis le 1er juin 2016 accueille dans le pavillon préfigurateur près de 20 000 visiteurs qui sont venus finalement se frotter à la réalité du coworking, du Fab Lab. J-500, jour J, et puis tous ceux qui vont suivre, c'est la mise à l'échelle, c'est dans le vocabulaire que David Lacomblède pratique mieux que moi, le scale-up qui vient de se produire. Nous sommes passés d'une échelle 1/20 à l'échelle de ces 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés aussi qui vont constituer une nouvelle porte d'entrée pour tout le pays de Saint-Omer. Je retrouvais il y a quelques jours ces photos de 2013 où finalement, comme tous les voyageurs, comme tous les usagers de cette gare, je voyais un édifice qui était abandonné, qui était devenu triste, qui était tagué, qui finalement nous interrogeait directement nous-mêmes sur notre avenir. Est-ce qu'il y avait encore un avenir dans ce pays de Saint-Omer avec ce bâtiment qui signifiait une porte d'entrée triste et qui signifiait que peut-être notre histoire était riche, mais qui pouvait laisser songeur sur notre avenir. Bien, ce que nous avons fait ici, c'est aussi une méthode qu'on a retrouvée dans d'autres endroits. Je voudrais citer 3 chantiers qui ont été menés sur la ville de Saint-Omer, avec l'agglomération, la chapelle des Jésuites, une réhabilitation pour un nouvel usage. C'est un lieu de diffusion culturelle, inauguré en octobre 2017. Un chantier de la ville, accompagné évidemment de ses partenaires, c'est la rouverture du Moulin à Café, le théâtre à l'italienne, il y a 1 an. Et puis aujourd'hui, la station. Toujours la même méthode qui a été suivie. Une méthode qui est avant tout la création d'un collectif, une ambition partagée. D'abord en s'interrogeant sur ce que souhaitent les habitants. Quel est le besoin qui est exprimé par les habitants? Nous avons mené des débats publics sur la mobilité, une enquête en gare, une enquête en ligne sur la question de notre stratégie numérique en 2013, en 2015. Et c'est d'abord pour répondre aux besoins qui ont été exprimés par les habitants que nous avons essayé d'inventer ce projet. Projet résolument tourné vers l'avenir, mais totalement respectueux du patrimoine. C'est aussi tout le travail qui a été mené par l'équipe de l'agence d'urbanisme. C'est notre outil d'ingénierie territoriale porteuse du label Pays d'art et d'histoire qui a organisé d'ailleurs aussi ces débats publics pour être force de proposition et de conseil auprès des élus ensuite qui ont pris les décisions. Nous avons ensuite, à partir de cela, cherché à pouvoir rechercher nos partenaires. D'abord, évidemment, sur le montage financier, mais plus que cela aussi, pour nous donner confiance en nous-mêmes, car ce sont évidemment, dans le cadre du contrat de projet État-région, dans le cadre du projet de territoire de l'agglomération, nos relations avec la SNCF, merci Monsieur le Directeur Général, toutes ces équipes, parce que c'est véritablement en partenariat que nous avons travaillé, et puis des partenaires qui sont venus aussi d'autres territoires qui ne le connaissaient pas. Merci du fond du cœur, cher David, d'avoir osé le pari audomarois, de se dire qu'ici, on pouvait aussi faire un exemple pertinent à l'échelle régionale, nationale. Et merci de nous accompagner de cette belle manière. Merci
à tous ceux qui ont parlé précédemment, qui illustrent finalement que cette gouvernance, elle est partagée, elle est particulière et quelque part elle est hybride. C'est l'économie, la formation, les collectivités qui se retrouvent dans un projet. Et puis c'est aussi une volonté de pouvoir penser des projets urbains de la ville-centre, du pôle urbain, mais en complémentarité avec une résonance particulière pour les territoires ruraux. Nous venons de Thérouanne et on a parlé à Thérouanne de la station, et dans la station de Saint-Omer, nous parlons de ruralité. C'est véritablement une double identité de notre territoire, de notre communauté d'agglomération. Merci Nathalie Tekin d'avoir rappelé que ces belles lignes qui pourraient nous faire penser aussi à des rails, sont aussi les watergangs, les chemins d'eau, 700 km de chemins d'eau de notre marais audomarois labellisé UNESCO et Ramsar. Alors merci Madame la Ministre de nous honorer de votre visite, de votre présence pour cette double inauguration à Thérouanne, à Saint-Omer. Vous suivez les pas de Julien de Normandie. Julien de Normandie qui est ministre à vos côtés et qui était ici il y a pratiquement 2 ans. 2 ans pour une visite de chantier. Nous étions casqués à l'époque, nous ne le sommes plus aujourd'hui, c'est une première aussi. Et puis c'est à ce moment-là que nous avons remis à Julien notre dossier de candidature pour l'action Cœur de Ville, pour notre ville-centre. Tout est dans tout, je pourrais dire, quelque part. C'est aussi cela le message, et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes aidés par les fonds européens, vous savez combien je suis attaché en tant que membre du comité des régions à ce que ça soit dit et rappelé, et c'était aussi le sens de la visite de Nathalie Loiseau, qui est venue aussi visiter ce chantier il y a quelques mois déjà. C'est beaucoup de visites que nous avons eues qui témoignent de l'intérêt de cette méthode ici. Je pense à Patrick Bernasconi qui est venu il y a quelques semaines à peine, ou Patrick Lévivets sur justement la manière de réfléchir aux nouvelles méthodes de travail. Alors, dans cette méthode, est ressorti un projet qui mêle aménagement numérique, projet urbain, projet de société quelque part, qui travaille à la transition digitale, mais aussi à la transformation de la cité. C'est le volet urbain de la station avec une interconnexion forte avec le quartier. Et nous avons vu Marcel Depature, qui est membre du Conseil citoyen, intervenir pour rappeler ce lien qui est caractérisé par cette belle couture que nous avons inaugurée ensemble, Monsieur le Préfet, par un beau jour ensoleillé de novembre 2017, la passerelle, qui vient aussi relier la station à son quartier et qui, en même temps, relie la ville urbaine à la ville rurale que Saint-Omer est. C'est aussi la transition digitale. Vous avez vu, Madame la Ministre, comment l'inclusion digitale est au cœur de ce projet. Nous voulons que ce soit un lieu où nous poursuivons ce que nous faisons depuis 2016 avec des Repair Cafés, avec des médiations numériques. Le numérique ne doit pas être une nouvelle barrière entre les habitants, mais au contraire, créer autant de liens sociaux, de partage d'expériences et de compétences, de liens intergénérationnels. C'est aussi au cœur de notre projet et au cœur de la station. C'est la transformation de l'économie. Merci Tristan Borne de l'avoir rappelé. Merci de nous avoir dit combien c'était important pour Arc, combien c'était important pour l'économie territoriale. Et puis je ne pouvais pas faire autrement que de ne pas parler de la culture. Il y aura bientôt une microfolie ici. C'est aussi un lieu de culture parce que la culture, c'est aussi l'innovation, c'est aussi le sens du risque. Je finirai, parce que j'ai déjà trop parlé, n'est-ce pas Lucas, par citer une deuxième fois Renzo Piano. Dans La Ville heureuse, que disait-il? Il disait « Derrière chaque mur visible se cache une aventure ». Ici, il y a déjà eu beaucoup d'aventures et tout mon souhait comme maire, c'est qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Avec votre présence, avec votre énergie, avec tout ce que nous avons fait ensemble, j'ai confiance. Merci, Monsieur le maire. L'aventure est gagnée, le pari fou que vous avez lancé, ça y est, c'est parti. Vous disiez aussi que c'est un projet plus grand que nous, qui nous dépasse aujourd'hui. Alors Patrick Bédac, président de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, vous êtes prêt pour la musique? Allez-y.
Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du département, Monsieur le maire, mon cher François, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous y sommes. 8 ans après sa fermeture, 500 jours après avoir lancé le compte à rebours sur le pavillon préfigurateur, une nouvelle histoire, une nouvelle vie commence pour ce lieu emblématique de notre agglomération. On l'avait quitté dans un drôle d'état, on la retrouve restaurée, embellie, métamorphosée. Cette gare est aujourd'hui devenue la station, le lieu d'innovation du pays de Saint-Omer, avec une gare dedans. Je me réjouis de m'adresser à vous tous, qui êtes si nombreux, à témoigner par votre présence, votre soutien pour un projet innovant, enthousiasmant et fédérateur. Mais je dois vous dire que c'est avec beaucoup d'humilité que j'inaugure cet équipement en tant que président de la CAPSO. Parce que si j'ai toujours cru en ce projet, si je l'ai toujours soutenu à travers mes différentes délégations, je me dois d'être honnête avec vous. Je ne suis pas celui qui a le plus contribué à ce projet. Après tant d'années, c'est une position particulière de récolter les fruits du travail de tant d'agents, de tant d'élus, de partenaires, d'entreprises, et en particulier celui de mon prédécesseur, cher François. Je tiens à te rendre hommage pour le travail accompli, d'avoir eu cette intuition de transformer une gare en lui donnant d'autres vocations, à côté de celle historique d'accueillir et de guider les usagers du train. Mais cette humilité n'enlève rien à l'immense fierté que nous partageons. D'abord une fierté humaine. Depuis un mois que je suis en fonction, j'essaie d'accompagner au maximum les équipes qui s'affairent sur ce chantier pour réussir ce pari fou de redonner vie à ce bâtiment fermé depuis 2011. Je tiens très sincèrement à remercier et féliciter tous celles et ceux qui l'ont rendu possible, en commençant par la SNCF, partenaire majeur du projet, grâce à qui nous avons pu monter ce partenariat innovant. Merci aux différents partenaires financiers qui nous ont soutenus, l'État, la région, l'Europe. Merci à l'agence urbanisme qui nous a accompagnés depuis le début dans la démarche en organisant notamment des débats publics qui nous ont permis de définir un programme qui réponde aux attentes des habitants. Vous vous en doutez, ça demandait évidemment un travail collectif important, l'implication de tous. Je veux souligner l'implication de mes collègues, Alain Méquignon, vice-président en charge de l'aménagement à la CAPSO, Laurent Denis, vice-président en charge du numérique et de l'enseignement supérieur. Pour réussir, il faut également s'appuyer sur les acteurs locaux et les communautés qui entreprennent. C'est ce que nous avons souhaité, et ce que nous avons souhaité faire en créant l'association La Station, qui est présidée par David Lacomblède et dirigée par Stéphane Deveau. Cette association mobilise des partenaires publics et privés, des usagers, et démontre bien que ce projet est plus grand que nous, qu'il dépasse largement les limites de la CAPSO, que cette gouvernance rappelle le caractère participatif du projet, du lieu, des projets du pays de Saint-Omer. Je tiens aussi à les remercier pour leur formidable investissement. Et puis je souhaite remercier Michel Prévost, je sais qu'il est arrivé nous rejoindre, je le vois là-bas tout au fond de la salle. Je veux vraiment remercier Michel pour tout le suivi du chantier, mais également tous les agents de la CAPSO, et en particulier Alice, qui a suivi le chantier depuis le début. Je sais que derrière ces mots, il est toujours difficile de mesurer la vérité des choses, mais j'ai pu le remarquer, ces derniers jours étaient intenses et forcément stressants. Je crois que nous pouvons les féliciter pour le travail effectué. J'ai envie de vous dire que finalement, l'aventure ne fait que commencer, et qu'après ce week-end festif, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a encore énormément à faire. Un peu sur le chantier d'abord, mais qu'ensuite il faudra être à la hauteur des ambitions que nous lui portons. Les différents intervenants qui m'ont précédé ont très bien résumé le projet. J'insisterai peut-être sur quelques points. Ce projet, c'est d'abord celui d'un lieu de patrimoine, d'un témoin de l'histoire ferroviaire de notre pays, auquel nous donnons un nouvel usage en le transformant en espace d'innovation. Il possède de nombreux points communs avec les autres projets que nous avons initiés sur le territoire, la transformation de la chapelle des Jésuites en lieu de diffusion culturelle, d'une ancienne friche en une maison de service public à Thérouanne. Il est aussi le symbole de cette agglomération de projets que nous avons souhaité développer.
Je me félicite très sincèrement de voir la pleine mobilisation du monde économique, mais également du monde de l'enseignement. Il couronne, je crois, le travail engagé sur l'enseignement supérieur. François l'a rappelé, il est également le point de départ de la requalification de tout le quartier environnant. Ayant souhaité conserver ma délégation en charge de la politique de la ville, je suis particulièrement attaché au fait que cet équipement puisse être accessible à tous, favorise l'inclusion numérique de tous les habitants du territoire et en particulier de ceux issus des quartiers prioritaires. Ces espaces partagés jouent un rôle clé dans la redynamisation des territoires, petites et moyennes villes comme espaces ruraux, dans les tiers-lieux. De nouvelles manières de travailler, plus collaboratrices, libèrent la créativité et s'inscrivent dans une société du faire ensemble. Notre passage au sein de la maison de la Morigny avec une antenne de la station démontre également cette volonté de développer un réseau de tiers-lieux dans les territoires ruraux qui pourront s'appuyer sur le savoir-faire de la station. La station n'est pas réservée à une élite connectée et branchée. Au contraire, c'est un équipement qui veut favoriser l'inclusion numérique de tous les habitants du territoire, c'est-à-dire un lieu qui favorise la prise en main des outils numériques et la découverte des nouveaux modes de travail par le plus grand nombre d'entre nous. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, cette inauguration avec celle de la Maison de la Morigny sont la parfaite illustration du travail que nous avons engagé et du nouvel élan que nous portons dans la transformation du territoire. L'ouverture de la station, c'est un départ, le point de départ d'une nouvelle ambition pour notre territoire et ses habitants. La preuve que dans les agglomérations comme la nôtre, il n'y a pas de fatalité, que nous savons entreprendre, expérimenter et innover. Je reste convaincu que cela nous permettra d'entamer une nouvelle histoire pour notre territoire. Je vous remercie. Merci, Président. Merci beaucoup, Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Bienvenue, Madame la Ministre. Alors, je vais peut-être baisser un peu ça, moi, non? Voilà. Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, cher François, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. La voilà donc, cette fameuse station. Je dois vous dire que j'étais assez impatiente de venir la découvrir sur place, tant on m'en a parlé depuis 500 jours, si j'ai bien compris. Le lieu que nous inaugurons aujourd'hui n'est en effet pas n'importe quel projet. Et il est devenu réalité. Il est de ceux qui ont, et je vous le dis très simplement, inspiré la politique nationale que le gouvernement a lancée en juin dernier en faveur de ce qu'on appelle les tiers-lieux et que votre projet, Monsieur le maire, cher François, a en quelque sorte inspiré. De quoi parlons-nous? Nous avons confié en 2018 au président de la Fondation Travailler Autrement, dont tu as parlé tout à l'heure François, c'est-à-dire M. Patrick Lévy-Wetz, une mission pour comprendre ce qu'il y avait derrière le foisonnement, je dirais, dans les métropoles, mais pas seulement. Également dans les petites villes, dans la ruralité, des projets de lieux qui mélangent, au fond, les activités et les publics et qui rencontrent un succès grandissant sur l'ensemble du territoire. Ces lieux, j'en cite quelques-uns, c'est peut-être à Bordeaux, un lieu qui s'appelle Darwin, à Pantin, la Cité Fertile, ou encore à Guéret, dans la Creuse, la Quincaillerie. Ces activités, ce sont des espaces comme ici, de coworking, de cafés associatifs, d'épiceries solidaires, de Fab Lab ou encore de microfolie. Était-ce un phénomène de mode ou un mouvement profond? C'était la question. Le travail de Patrick Lévy-Wetz apporte une réponse sans appel. C'est un phénomène de fond qui annonce de vraies transformations pour tous les territoires, pour celles et ceux qui y habitent et qui y travaillent.
On compte déjà à peu près 1800 sites comme celui-ci. Alors, pas aussi beau que celui-ci, bien évidemment, mais 1800 tiers-lieux dont, je le précise, la moitié sont dans la ruralité. Le deuxième apport du travail de Patrick Lévy-Wetz, c'est qu'il a identifié les caractéristiques qui sont communes à tous ces tiers-lieux, dont la station fournit un exemple particulièrement réussi. La première caractéristique, c'est qu'au départ, on trouve des hommes et des femmes motivés pour porter un projet. Comme leur projet est motivant, ils attirent de nouvelles personnes, prêtes à s'investir à leur tour et ajouter leurs idées pour que le projet collectif se développe. Peu importe qu'ils soient ici du public ou des privés, expérimentés ou non, ce qui réunit tous ces acteurs, c'est l'envie de réussir ce projet. Et on a eu des témoignages tout à l'heure qui illustrent tout à fait ce que je suis en train de dire, avec l'alliance de l'industrie, de la recherche, de l'enseignement et des collectivités territoriales. Je sais ici qu'à Saint-Omer, vous avez souhaité que la gouvernance soit partagée et depuis 2 ans, plusieurs acteurs s'engagent donc sous la forme d'une association, vous l'avez rappelé tout à l'heure, auprès de la collectivité pour apporter leurs compétences en numérique, en éducation, en entrepreneuriat. Les usagers sont également impliqués dans la démarche pour s'approprier le lieu et les témoignages que nous avons eus sur l'écran étaient aussi très intéressants et on voyait aussi toutes les générations. C'est ça qui était très sensible dans ces témoignages. On est loin donc d'une construction institutionnelle qui viendrait du haut et qui serait plaquée sur le territoire et qui se ferait indépendamment des habitants. C'est une co-construction réelle et je crois qu'on peut vous en féliciter. La deuxième caractéristique, c'est que le projet se développe souvent, presque toujours, dans un lieu emblématique. Cela peut être une ancienne usine désaffectée, un ancien hôpital, un ancien magasin. Le lieu a généralement une histoire et il n'est pas choisi au hasard. Ici, vous avez su voir, cher François, l'intérêt de redonner une seconde vie, il faut dire, à un magnifique bâtiment, la gare, qui marque l'histoire de la ville, pour la transformer en un lieu vivant et ludique, résolument tourné vers l'avenir. Je ne la décris pas plus puisqu'elle a été magnifiquement décrite tout à l'heure par l'architecte. Un lieu, au fond, en capacité de recréer toute une dynamique économique, sociale et numérique et de déplacement pour vos concitoyens et, bien sûr, pour les entreprises. La troisième caractéristique d'un tiers-lieu, c'est que le numérique occupe toujours une très grande place dans ces projets. Même si nous sommes tous devenus accros du smartphone et à la navigation sur Internet, nous sommes loin d'avoir épuisé tout ce que le numérique peut provoquer comme transformation dans nos vies quotidiennes, dans les transports, le travail, la manière de consommer. C'est aussi pour cela que ces nouveaux lieux sont importants, car on y trouve de nouveaux services, bien sûr les espaces de coworking pour les personnes qui veulent se mettre au télétravail ou les plateformes de mobilité pour les personnes qui ont besoin d'une solution pour se déplacer. Ce sont aussi des lieux, et c'est très important, où l'on peut se former au numérique et apprendre à mieux se servir de tous ces nouveaux outils. Vous savez qu'on considère qu'il y a à peu près un quart de la population française qui est encore éloignée de l'utilisation, facile de l'Internet. Ici, la station est donc un lieu tout entier tourné vers le numérique, dans la mesure où il accueille un espace donc de coworking, de Fab Lab, un incubateur d'entreprise, un comptoir de la mobilité. C'est donc un lieu d'innovation qui s'intéresse aux nouveaux usages rendus possibles par l'arrivée d'Internet. Et je sais que dans les Hauts-de-France, Internet se déploie rapidement
comme j'ai eu l'occasion de le constater dans mes récents déplacements dans d'autres départements des Hauts-de-France. Je dirais, et comme tu l'as dit tout à l'heure, tout se tient, tout est dans tout. Je voudrais vous donner un autre exemple de transformation rendue possible par le numérique dans le domaine culturel cette fois. Autrefois, pour donner accès à la lecture pour tous, on crée une bibliothèque pour pouvoir consulter et emprunter des livres. Puis la bibliothèque est devenue médiathèque et on a pu aussi y emprunter des disques, des films, y organiser des activités d'éveil et des animations pour toutes les générations. Aujourd'hui, on emprunte moins de livres et de CD, mais on a toujours besoin d'un lieu culturel dans les communes qui multiplie les services culturels et incite de nouveaux publics à s'y déplacer. C'est pourquoi le gouvernement encourage les microfolies. Tu en as parlé tout à l'heure. Un concept développé par l'établissement public de la Halle de la Villette. Il associe à une bibliothèque-médiathèque un espace scénique, un musée en images, un espace de réalité virtuelle, un Fab Lab et un espace café. Et partout où il s'ancre, ça marche. Parce que les attentes du public ont évolué et qu'à l'heure du numérique, chacun a des attentes différentes de son voisin et on peut accéder à plus de choses. On reste quand même demandeur de lieux physiques pour y accéder. Nous souhaitons créer 1000 microfolies d'ici la fin du mandat que nous finançons en partie, le ministère donc de la cohésion des territoires avec le ministère de la Culture. Moi, j'ai emmené ma petite fille incognito à la Villette et je l'ai fait expérimenter cela pour voir comment elle appréhendait les choses. C'est extraordinaire, elle a 11 ans et elle était évidemment ravie de pouvoir visiter une grande exposition au Louvre à partir de grands tableaux et d'un ordinateur et des commentaires, comment dire, éducatifs, pédagogiques qui suivaient. C'était évidemment quelque chose d'intéressant. Et puis, ça ne m'a pas empêché de l'emmener aussi voir l'exposition Toutankhamon, parce que c'était aussi une très belle exposition à la Villette. Une équipe motivée, donc, un lieu emblématique, de nouveaux services rendus possibles par l'arrivée du numérique. Il y a un quatrième point commun à tous ces lieux, c'est qu'ils sont précisément tous différents. Ils sont communs et différents et qu'ils transforment nos villes, nos campagnes, nos territoires. C'est pourquoi nous avons lancé en juin dernier, dans un tiers-lieu, la Cité Fertile à Pantin, un programme d'appui aux porteurs de projets qui s'appelle « Nouveaux lieux, nouveaux liens ». J'ai entendu beaucoup le mot « lien »,« rencontre » tout à l'heure. Il comporte pas moins de 6 modalités différentes pour aider les porteurs de projets. En investissement, par la mise à disposition de locaux, par la mise en relation des acteurs entre eux, ou encore par des aides au démarrage, parce qu'il est souvent difficile de trouver du premier coup le modèle économique qui va permettre de durer. Et donc merci au fond, encore une fois François, parce que ici la station nous a permis d'avancer dans la réflexion nationale et au fait d'avancer aussi dans l'idée qu'il fallait, à certains endroits, aider au démarrage de ces projets. Et si c'est mon ministère qui porte ce programme d'appui, c'est d'abord pour simplifier la vie des porteurs de projets, parce que nous faisons travailler ensemble tous les ministères et que nous coordonnons les moyens et leurs actions pour éviter la course aux subventions entre les différents guichets, qui est souvent une difficulté de notre pays. Au fond, la cohésion des territoires nécessite derrière la cohésion des ministères, si je puis dire. Mais c'est surtout parce que ces lieux annoncent une transformation, peut-être une révolution silencieuse, qui est très positive, qui est à l'œuvre dans tous nos territoires, que l'État veut les accompagner. À l'image de la station de Saint-Omer, ces lieux sont un démenti apporté par tous les territoires, et notamment dans la ruralité, à ceux qui pensent que tout se passe dans les métropoles. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il ne s'agit pas d'être contre les métropoles. D'ailleurs, François m'a expliqué tout à l'heure, en discutant qu'il avait une convention avec l'Eurométropole de Lille. Il s'agit simplement
de savoir que l'on peut vivre, travailler, se distraire ailleurs que dans les métropoles et que tous les territoires, au fond, ont leur propre mouvement, leur propre richesse, leurs propres ressources humaines pour faire avancer leur lieu. Vous comprendrez donc pourquoi je porte avec conviction ce sujet des tiers-lieux et pourquoi nous voulons encourager les initiatives telles que la station et tout près d'ici, ce que j'ai vu donc à Thérouanne, où je viens d'inaugurer un autre lieu magnifique, c'est-à-dire une maison de service public qui a été labellisée parmi les premières en France Service. C'est pourquoi vraiment je tiens à remercier tous les élus qui ont porté ce beau projet de la station, à vous féliciter d'avoir compris, avant beaucoup d'autres, combien ce mouvement est important, de l'avoir fait ainsi, en y mettant les moyens qu'il fallait y mettre. La station, selon moi, c'est un beau manifeste pour une France entreprenante, innovante, rurale et urbaine, et qui se prend en main. Et parce que vous avez vocation à faire profiter l'ensemble des villes alentours de votre expérience et de votre expertise, la station est un lieu ressource pour tout un territoire, et cela fait un modèle inspirant qui correspond exactement à ce que nous souhaitons faire avec les 300 fabriques du territoire dont nous annoncerons les premiers lauréats dans quelques jours. Évidemment, je ne sais pas comment vous le dire, l'annonce se fera dans quelques jours, mais je dis à François, ne sois pas trop inquiet sur les résultats, car naturellement, la station est tellement symbolique de ces fabriques de territoire que la station sera sur les rails. Un dernier mot pour vous dire que cette réalisation résume bien ce que l'État, au travers de la cohésion des territoires, tente de faire depuis 2 ans et demi pour développer de nouvelles activités, trouver des solutions concrètes aux besoins des habitants et recréer des liens. Nous investissons aussi des milliards pour amener partout la fibre optique. Parce que s'il n'y a pas la fibre optique, il n'y a pas la suite. Et même s'il reste encore beaucoup de travail, je peux vous dire aussi que ce développement de la fibre optique a connu en 2019 un développement assez exceptionnel puisque nous avons développé 4 millions de prises en une année, ce qui est plus que les 2 années précédentes. Nous mobilisons des moyens et des solutions innovantes pour remettre le service là où il s'était progressivement retiré. Ce sont les maisons de santé et France Service que j'ai vues tout à l'heure. Nous préservons aussi la capacité des collectivités à investir, car naturellement, c'est quelque chose de très important que l'État soit aux côtés des collectivités. Et Monsieur le Préfet sait de quoi je parle, avec des dotations d'investissement à un très haut niveau. Si je dis DSR et DSIL, les élus vont comprendre. Dotation de solidarité rurale et dotation de soutien à l'investissement local, c'est une enveloppe de 2 milliards au niveau national. Mais surtout, et j'y suis particulièrement attachée, nous travaillons avec les collectivités dans un nouvel état d'esprit. J'ai longtemps été une élue locale et je sais combien les élus ont toujours besoin d'un État qui soit proche et réactif, mais aussi d'un État qui sache rester à sa place. Cela veut dire qu'il n'a plus à dire aux élus ce qu'ils doivent faire. Je connais à ce titre la qualité de l'équipe préfectorale dans le Pas-de-Calais et je sais que cela a été le cas. Je sais que les élus attendent un État accompagnateur des élus locaux et c'est quelque chose qui est très important. Le président de la République est pleinement conscient de ces enjeux et il m'a demandé d'ailleurs de travailler à un nouveau projet de loi qu'on appelle par commodité, si je puis dire, le projet 3D. Décentralisation, déconcentration, différenciation. La différenciation, c'est très nouveau dans notre République. Cela signifie que dans une République une et indivisible, mais dans une République qui est aussi décentralisée,
où les territoires font face à des défis différents. L'État doit apprendre à reconnaître cette diversité et à différencier ses modes d'intervention. Cette manière de faire est nouvelle, car elle est très importante, mais je crois que, au fond, le président de la République, quand il était ministre, a déjà montré cette idée qu'il avait d'être, comment dire, au plus près, en accompagnant les territoires et avec une réponse aux besoins spécifiques des territoires. J'y pensais tout à l'heure en voyant bien sûr le directeur général d'Arc France. Et je sais combien il a joué, quand il était ministre, un rôle important pour ce territoire et pour cette magnifique entreprise. Mesdames et messieurs, cette station n'est clairement pas un terminus, mais plutôt un point de départ pour le territoire, bien sûr, car il faut maintenant que tout le monde se l'approprie, mais j'ai bien compris que la grande fête de vendredi soir a déjà montré l'enthousiasme. Et puis, bien sûr, il y a un point de départ et un modèle, au fond, pour les autres lieux et pour les autres territoires français qui veulent investir et qui veulent apporter une réponse à leur territoire. Vous comprendrez donc pourquoi j'étais impatiente de venir à votre rencontre. C'est cela que l'État veut accompagner et rendre possible dans tous les territoires. Bravo François, merci, parce que grâce à toi et à ton équipe, cette ville et les Odo-Marois, je ne me suis pas trompée, ont beaucoup de chance parce que c'est une réponse très concrète à la vie quotidienne de ce territoire. Et la prochaine fois que je viens, j'aimerais aller voir les Waterguns qui sont ici. Parce que tu m'as dit gentiment, j'ai dit c'est un peu comme les ortillonnages à Amiens. Il m'a dit mais pas du tout, c'est beaucoup plus grand. Et c'est beaucoup... Enfin bon, bref. Voilà, bravo. Merci Madame la Ministre. Merci. Alors restez avec nous. Madame la Ministre, restez avec nous parce qu'on va procéder au geste inaugural symbolique, Monsieur le Président, Monsieur le maire, de cette station, le point de départ. Je vous en prie. J'ai également invité nos intervenants et partenaires, Edmond Abiat, Claude Solar, Tristan Borne, David Acomblède, bien sûr, le proviseur du lycée, Madame Tekint, pour dévoiler cette plaque. Et j'en profite pendant qu'ils nous rejoignent pour vous dire que ce soir à 18h, on ne perd pas de temps, il y aura une conférence ici sur Oser innover. Voilà, ils sont tous là. On va dévoiler la plaque. Et ça s'applaudit bien fort. Un grand merci pour votre présence, mesdames, messieurs. Bonne chance à la station, le point de départ, nous disait Jacqueline Gouraud il y a quelques instants. Merci à vous tous, bonne chance. Merci d'avoir suivi l'inauguration officielle, la cérémonie de la station à Saint-Omer. Merci aux équipes de Frédéric Chollet, production en direct depuis Saint-Omer. Merci d'être fidèles sur votre chaîne d'info régionale. L'info continue dans un instant.